Ma mère m'a dit que j'étais son plus grand regret, alors je me suis assuré qu'elle ne pourrait plus jamais rien regretter. Si vous avez déjà eu l'impression que la personne qui était censée vous aimer le plus était aussi celle qui vous a blessé le plus profondément, alors cette histoire pourrait vous parler. J'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin. Peut-être que cela pourra aider quelqu'un d'autre aussi. Je m'appelle Zara Maddox, j'ai 23 ans, et je vis dans une petite maison délabrée d'une petite ville de l'Indiana. Je n'ai jamais eu grand-chose, ni argent, ni paix, ni même l'amour de ma propre mère. J'ai 2 boulots, caissière le jour et serveuse la nuit. Je paie les courses, les factures d'électricité et la moitié du loyer, tout ça en vivant avec Diane, ou du moins, la femme qui m'a mise au monde. Elle ne me serre jamais dans ses bras, ne me dit jamais merci, juste des plaintes, tous les jours. Elle me dit que je suis paresseuse même quand je suis sur les rotules après une double journée de travail. Mais le pire, c'est qu'elle ne me laisse jamais oublier qu'elle aurait préféré que je ne sois jamais née. Elle parle toujours de ma sœur aînée, Émilie, qui est partie il y a des années. Émilie avait du potentiel, dit-elle. Émilie me rendait fière. J'ai grandi dans son ombre, même après qu'Émilie a disparu sans un mot. Et quand je demandais ce qui s'était passé entre elles, ma mère haussait les épaules et disait, « Elle a compris qu'elle ne te devait rien. Contrairement à toi, j'ai tenu bon. » J'avalais ma peine. Je me disais que j'étais assez forte pour le supporter, jusqu'à ce soir-là, lors d'un dîner de famille avec des oncles, des cousins et des voisins à table. Ma mère avait un peu trop bu. Elle riait trop fort, avait la langue pâteuse, et puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Zara a été la pire erreur de ma vie. » Le silence s'est abattu sur la table. Je suis resté là, figé, comme si mon corps était immobile mais que quelque chose en moi s'était brisé pour de bon. Tout le monde a baissé les yeux. Personne ne m'a défendu. Personne ne lui a dit d'arrêter. Et je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ramassé les assiettes, je les ai emmenées à l'évier et j'ai commencé à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond en me remémorant chaque petite insulte, chaque porte claquée. Chaque fois que je lui demandais si elle m'aimait et qu'elle levait les yeux au ciel. Et quelque chose a changé en moi. Je n'allais pas me battre contre elle. J'allais la détruire, en silence, petit à petit, exactement comme elle l'avait fait avec moi. Le début de la fin. Une semaine après cet horrible dîner, j'étais toujours anesthésié. Je me déplaçais comme un fantôme, faisant les tâches ménagères, allant au travail, évitant tout contact visuel. Diane agissait comme si rien ne s'était passé. Elle m'a même demandé si je pouvais aller chercher son linge au pressing, comme si elle ne m'avait pas anéanti devant 10 personnes. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, j'étais différente maintenant. J'ai commencé à remarquer des choses. Comment elle fermait toujours sa chambre à clé en partant, comment elle gardait un double de la clé cachée sous une lame de parquet qui bougeait. Un après-midi, alors qu'elle était sortie voir une amie, j'ai utilisé cette clé. Je ne savais pas ce que je cherchais. Je savais juste que j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour donner un sens aux années que j'avais perdues. C'est là que j'ai trouvé le coffre. Il était poussé au fond de son placard, sous de vieilles couvertures. Lourd, fermé à clé. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé un marteau et je l'ai fait sauter. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines, et des documents judiciaires. Je me suis assise sur son lit, tremblante, lisant page après page. Elle venait de mon père. Il ne m'avait pas abandonné. Il avait essayé pendant des années de me voir. Il avait écrit des lettres, envoyé des cartes d'anniversaire, même des chèques. Tout avait été retourné. Tout portait la mention « refusé » ou « à déménager ». Il y avait des formulaires juridiques montrant des tentatives d'obtenir la garde, des visites programmées, puis annulées par ma mère. Elle avait imité sa signature sur un document, prétendant qu'il renonçait à ses droits parentaux. Mais ce n'était pas le cas. Elle avait bloqué toutes ses tentatives. Elle m'avait menti toute ma vie. Et l'argent. Il y avait une note concernant un fonds en fiducie qu'il avait créé. Il était censé financer mes études. Elle l'a pris. Chaque centime. Utilisé pour des cartes de crédit, des vacances, des vêtements. Elle a volé mon avenir et m'a dit que je n'avais tout simplement pas de chance. J'ai eu la nausée. J'avais passé des années à haïr un homme que je ne connaissais même pas parce qu'elle avait besoin d'un méchant.
Elle avait brûlé tous les ponts derrière et m'avait forcé à marcher sur les cendres. Je suis resté assise là longtemps, les papiers sur les genoux. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé le stade des larmes. J'y voyais clair. Pour la première fois de ma vie, je ne la voyais pas comme ma mère, mais comme la femme qui avait tout gâché en souriant. J'ai rangé les documents dans une boîte et je les ai cachés sous mon lit. Elle m'avait tout pris. Maintenant, j'allais tout lui prendre, pièce par pièce. Mensonge par mensonge. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas casser des choses. J'allais la laisser se détruire elle-même. Et je serais simplement celle qui mettrait les pièces en place. Le plan se met en place. Je ne savais pas par où commencer. J'avais tous ces papiers, toutes ces preuves de ce que Diane avait fait. Mais je ne pouvais pas simplement les brandir devant tout le monde. Personne ne me croirait tout de suite. Ma mère avait passé des années à se construire une image de mère célibataire courageuse et malchanceuse. Douce avec les étrangers, polie avec ses collègues. Toujours avec une histoire sur la façon dont ses enfants ne l'appréciaient pas. Tout le monde la plaignait. Mais quelqu'un avait vu clair dans son jeu. Un vieil homme discret qui habitait 2 maisons plus loin. Monsieur Holloway. Un jour, je l'ai vu arroser ses plantes et je me suis arrêté. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai dit, vous n'avez jamais pensé que ma mère n'était pas ce qu'elle prétendait être. Il a levé les yeux lentement, a posé son tuyau d'arrosage et a dit, tu le vois enfin, hein. Cette seule phrase a failli me faire pleurer. C'était la première fois que quelqu'un validait ce que je ressentais. Il m'a donné le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. Les gens comme ça ne changent pas, a-t-il dit, mais ils finissent par s'autodétruire. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'écarter et, peut-être, de faire bouger un peu les choses. C'est là que j'ai su comment j'allais commencer. Je n'avais pas besoin de crier la vérité. Je devais la murmurer, juste assez pour que les gens commencent à se poser des questions. J'ai donc commencé petit. J'ai mentionné nonchalamment au restaurant du coin, assez fort pour qu'une de ses collègues entende, que Diane avait l'habitude de mentir sur ses impôts. Une semaine plus tard, j'ai accidentellement laissé traîner de fausses factures médicales à son nom à la pharmacie, suggérant qu'elle essayait d'escroquer l'assurance. Ses amis ont commencé à prendre leur distance. Ses collègues sont devenus silencieux. Les gens à l'église ont commencé à chuchoter. Et chaque fois qu'elle me demandait si c'était moi qui propageais des rumeurs, je prenais un air surpris et je disais, pourquoi ferais-je une chose pareille? Je ne criais pas. Je ne me battais pas. Je regardais simplement son monde commencer à se fissurer. Le retour d'Émilie. Je n'avais pas parlé à Émilie depuis près de 7 ans. Quand elle est partie, ça a été soudain. Pas d'adieu, pas d'appel, pas d'explication. Juste partie. Maintenant je savais. Diane avait aussi menti à Émilie, l'avait manipulée, nous avait monté l'une contre l'autre. J'ai donc pris une profonde inspiration, j'ai fait des copies des documents du tribunal, des lettres de papa, et un mot expliquant tout ce que j'avais trouvé. Aucune émotion, juste la vérité. Puis j'ai posté le paquet à la dernière adresse que j'avais d'Émilie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde, mais elle l'a fait. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est vrai? J'ai répondu, oui. Viens voir par toi-même. Elle est arrivée la semaine suivante. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue là, plus âgée, fatiguée, tenant cette enveloppe marron à la main, j'ai failli ne pas la reconnaître. Nous ne nous sommes pas prises dans les bras. Pas tout de suite. Nous nous sommes assises en silence pendant un moment. Puis Émilie a finalement dit, elle m'a dit que papa ne voulait pas de nous. Qu'il était parti à cause de moi. Je l'ai cru. Je le détestais. Je me détestais. J'ai hoché la tête. Pareil. Puis nous sommes devenues sérieuses. Je lui ai tout montré. Elle a pleuré en lisant certaines lettres, puis s'est mise en colère. J'aurais dû t'emmener avec moi quand je suis parti, a-t-elle murmuré. Mais j'avais peur. Elle déformait tout. Elle m'a dit que tu me détestais. Que tu ne voulais plus de moi. Je pensais que tu étais parti parce que tu t'en fichais, ai-je dit. Émilie a secoué la tête. Non. Je ne savais juste pas comment me battre contre elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu sais comment faire maintenant? Elle a hoché la tête lentement. Ouais. Je sais. Et c'est comme ça que nous sommes devenus une équipe.
2 filles à qui on a menti, qu'on a mises de côté et blâmées pour tout. Se retournant enfin pour renvoyer toute cette douleur à la femme qui l'avait causée. Diane avait essayé de nous séparer, mais maintenant nous étions de retour, et nous avions fini de jouer gentiment. La chute. Une fois qu'Émilie et moi avons décidé de travailler ensemble, tout s'est accéléré. Nous avons commencé par son argent. Émilie s'est souvenue que Diane se vantait de frauder le système. Au travail, Diane déclarait toujours Émilie comme personne à charge sur ses papiers d'assurance. Elle continuait à percevoir des allocations. Même si Émilie n'avait pas vécu avec elle ni ne lui avait parlé depuis près d'une décennie. Nous avons rassemblé ce que nous pouvions, puis nous avons tout imprimé, mis dans une enveloppe neutre, et posté anonymement au service des ressources humaines où travaillait Diane. 2 semaines plus tard, elle est rentrée furieuse, claquant la porte si fort que le cadre photo dans le couloir est tombé du mur. Quelqu'un essaie de me ruiner. J'étais assise tranquillement dans la cuisine, en train de manger des céréales. Émilie m'envoyait des SMS d'en haut, elle a reçu l'appel. Diane a été suspendue en attendant un examen. Quelques jours plus tard, elle était licenciée. Elle buvait plus. Elle a commencé à rester éveillée toute la nuit, à se parler toute seule dans le salon, puis à crier, puis à jeter des objets. C'est là que j'ai commencé à l'enregistrer. Ce n'était pas difficile. Elle ne remarquait jamais mon téléphone sur le comptoir. J'ai capturé des heures de séquence, elle bafouillant, criant, maudissant le nom d'Émilie, me blâmant pour son travail, sa vie, tout. Une nuit, Émilie et moi étions assises par terre dans ma chambre. J'ai passé un court extrait, Diane hurlant, « J'aurais dû me débarrasser de vous deux quand j'en avais l'occasion. » Émilie n'a pas bronché. Elle m'a regardé et a dit, d'une voix calme et assurée, « Passons à l'étape suivante. » J'ai hoché la tête, car maintenant nous avions ce qu'il nous fallait. Des preuves. Pas seulement des mensonges, mais des dégâts. Et nous n'allions pas nous arrêter tant qu'il ne resterait plus rien de l'image que Diane s'était construite. Justice. Émilie a trouvé une conseillère juridique locale spécialisée dans les affaires de violence domestique et familiale. Madame Carter. J'ai apporté mon journal intime, rempli d'années de notes sur la façon dont Diane me traitait, ainsi que les enregistrements. Madame Carter a jeté un œil aux preuves et a dit, c'est plus que suffisant pour monter un dossier. Même si j'avais déjà 23 ans, elle a expliqué que je pouvais déposer une demande pour établir un dossier officiel de violence psychologique. Cela me séparerait de Diane sur le plan légal et, plus important encore, cela enverrait un message fort. J'ai accepté. 2 semaines plus tard, Diane a reçu la lettre par la poste. Son visage s'est tordu de rage et de panique. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» a-t-elle hurlé. « Tu essaies de me faire passer pour une sorte de monstre ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste sorti mon téléphone et commencé à enregistrer. C'est laquelle a changé de tactique. Le lendemain matin, elle a fait des biscuits. Elle a souri et a dit, « Passons une journée entre filles. Juste nous deux. » Comme au bon vieux temps. Elle a essayé de me prendre dans ses bras une fois. J'ai reculé. Tout était faux, mais je l'ai laissé jouer son rôle. J'ai continué à filmer. Chaque compliment maladroit. Chaque sourire étrange. Chaque « je t'aime » forcé. Tout a été enregistré, parce que je voulais la preuve des deux facettes. Pas seulement la rage, mais aussi la manipulation. La performance. Elle m'avait appris à survivre dans un monde où l'amour était une arme. Maintenant, j'utilisais cette leçon pour détruire son histoire soigneusement élaborée. Et cette fois, elle ne pouvait pas me faire taire. Le père et la fraude. Émilie a trouvé l'adresse en premier. Mon père. Il vivait dans le Michigan maintenant. J'ai pris ma voiture et j'y suis allé. Quand je suis entré dans son petit garage de mécanique, il m'a regardé, puis a eu un sursaut. Son visage est devenu blême. « Zara » a-t-il murmuré. Je n'ai fait qu'acquiescer. Il m'a emmené dans son bureau et a fermé la porte. Puis il a pleuré. Il m'a tout raconté. Qu'il s'était battu pour la garde. Que Diane avait bloqué ses lettres. Que pendant des années, il avait gardé une boîte de choses qu'il voulait me donner un jour. Des photos. Des cartes. Un petit bracelet avec mon nom dessus. Mon père me voulait. M'avait cherché. M'avait aimé. Et elle m'avait volé ça. Maintenant, je voulais qu'elle ressente exactement ce qu'elle m'avait fait ressentir. Seule.
Indésirable. Vide. De retour à la maison, Émilie et moi avons fouillé dans les relevés bancaires et les vieux papiers. Il s'est avéré que Diane était en retard sur presque tout. Mais le plus gros mensonge, c'était un héritage qu'elle prétendait avoir reçu en espèces. Nous avons découvert qu'elle avait soumis de faux documents à la banque des années auparavant pour justifier le refinancement de la maison sur la base de cet héritage bidon. C'est une fraude bancaire. Et nous avions les papiers pour le prouver. Nous avons donc envoyé un tuyau anonyme à la société de crédit immobilier. 2 semaines plus tard, les costumes cravates se sont présentés. Diane est restée figée à la porte, essayant de couvrir un mensonge par un autre. Pendant ce temps, Émilie avait déjà soumis les évaluations psychologiques de Diane datant d'il y a des années, qui montraient des signes de comportement narcissique non traités, ainsi que mes enregistrements et mon journal. Le tribunal a accordé à Émilie une procuration temporaire. Cela signifiait que Diane ne pouvait plus prendre de décisions financières majeures seule. Personne ne la croyait plus. Le masque s'était fissuré. Les gens voyaient la vérité maintenant. La maison dont elle se vantait risquait d'être saisie par la banque. Son travail était déjà parti. Ses amis s'étaient évanouis. Et maintenant, ces filles qui avaient autrefois mendié son amour étaient celles qui tenaient le stylo, signant les papiers, la regardant tomber. Le monde qu'elle avait bâti sur des mensonges s'effondrait. Et cette fois, il n'y avait plus personne à blâmer. La fin de l'histoire. Émilie et moi avons fait nos valises en silence. Nous sommes partis exactement 1 mois avant que la banque ne saisisse la maison. Aucun avertissement à Diane. Aucune explication. Nous sommes juste partis. Elle est rentrée ce soir-là pour trouver nos chambres vides. Au début, elle a appelé sans cesse. Les messages vocaux sont passés de la confusion à la colère, puis au désespoir, et enfin à l'amertume. « Petites pestes ingrates », disait l'un d'eux. « Vous reviendrez en rampant. » Nous ne l'avons pas fait. La maison a été officiellement reprise 3 semaines plus tard. Elle a fini par atterrir dans un refuge pour femmes de la ville. La même ville où tout le monde connaissait désormais son nom pour les mauvaises raisons. Un après-midi froid, j'ai reçu un appel du refuge. Ils ont dit que Diane demandait à me voir. Je ne voulais pas y aller. Mais Émilie m'a regardé et a dit, « Peut-être qu'il est temps de conclure, selon tes propres termes. » Alors j'y suis allé. Elle était assise dans le hall, plus maigre que dans mon souvenir. Elle m'a regardé et a esquissé un petit sourire amer. « Eh bien, regarde-toi » a-t-elle dit. « Tu crois que ça te rend meilleur que moi ?» Je me suis assise en face d'elle, plus calme que jamais. « Non » ai-je dit. « Mais ça prouve que tu n'as jamais été meilleur que moi. » Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Puis elle s'est jetée en avant, les mains tendues. Mais un membre du personnel était déjà derrière elle, la retenant gentiment mais fermement. « Ne reviens plus jamais ici » a-t-elle craché. Je me suis levé, j'ai épousseté mon manteau et je l'ai regardé une dernière fois. Je n'en avais pas l'intention. Dehors, Émilie attendait dans la voiture. Elle m'a juste regardé et a dit « Prête ?» J'ai hoché la tête. Nous avons quitté le parking sans un regard en arrière. C'était fini. Pas la douleur. Ça prendrait du temps. Mais l'emprise que Diane avait sur moi. Ça, c'était parti. Tout ce qu'elle avait maintenant, c'était le silence. Et moi, j'avais enfin la paix. Un nouveau départ. J'ai déménagé dans le Michigan en toute discrétion. Mon père m'a aidé à m'installer dans un petit appartement. Ce n'était pas luxueux. Juste une chambre, des murs fins et un robinet de cuisine qui grince. Mais c'était à moi. Chaque centimètre carré. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une librairie et je me suis inscrite à des cours à l'université locale à l'automne. Psychologie et écriture créative. Les week-ends, je rendais visite à mon père et à sa femme. Ma demi-sœur, Maddy, me montrait ses dessins. Elle était drôle, intelligente et m'appelait Z. Un samedi soir, je rangeais une boîte de vieilles affaires et je l'ai trouvé. Mon journal intime. Celui que j'avais commencé à 13 ans. Je me suis assise dehors et j'ai feuilleté les pages. Il y avait tellement d'entrées suppliant l'univers de changer ma mère. S'il te plaît, fais qu'elle soit différente demain. S'il te plaît, fais qu'elle dise qu'elle m'aime. Maintenant, je n'avais plus besoin de ça. J'ai arraché les pages une par une et je les ai jetées au feu. Elles se sont enroulées et noircies dans les flammes.
Des années de douleur parties en fumée. J'ai regardé jusqu'à ce que la dernière page disparaisse. Puis je me suis adossé et j'ai murmuré dans la nuit, elle ne peut plus rien regretter maintenant. Il ne reste plus rien. Et je le pensais. Il n'y avait pas de colère dans ma voix. Pas de tristesse. Juste la vérité. Diane avait essayé de m'effacer par le silence, la culpabilité et la peur. Mais j'avais survécu. Et maintenant, dans cette vie tranquille et ordinaire, entourée d'un amour vrai, de vraies personnes, j'étais plus entière qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle ne pouvait plus rien regretter. Parce que j'avais tout repris. Et vous? Pensez-vous que Zara a fait le bon choix en partant pour de bon? Ou aurait-elle dû donner une dernière chance à sa mère? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce genre d'histoire vous parle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais en manquer une nouvelle.